En une seule nuit, le fleuve Sahel s'est arrêté net, comme si quelqu'un avait tiré sur le frein de l'histoire. Cette rupture soudaine, décidée à Ouagadougou, loin des salles de conseil européennes, a transformé une simple rivière en ligne de front entre un Burkina Faso qui revendique sa souveraineté et un système mondial décidé à la lui contester. Pour un spectateur qui entend pour la première fois parler d'Ibrahim Traoré, que signifie exactement ce geste qui coupe l'eau, les contrats et les certitudes anciennes d'un seul mouvement. Derrière le lit asséché, bien au-delà de la poussière, un futur africain commence à se dessiner. Fragile, mais impossible à ignorer. La décision de fermer la rivière Sahel a créé une fracture immédiate, mais elle a aussi ouvert une promesse, celle d'un Burkina Faso capable de définir seul son avenir hydraulique. Cette promesse pourtant n'a rien d'abstrait. Elle repose sur un bénéfice clair, reprendre le contrôle d'une ressource vitale, un enjeu si central que chaque famille, chaque champ, chaque ville en ressent l'impact. Mais cette perspective s'accompagne d'un risque tout aussi tangible, celui d'affronter un monde qui, depuis des décennies, considérait la gestion de l'eau sahélienne comme un acquis non négociable. Le geste de rupture formulé depuis Ouagadougou soulève donc une tension fondamentale. Le pays peut-il protéger cette souveraineté naissante sans sombrer dans l'isolement technique, financier et diplomatique ? Les réactions extérieures ont été rapides, les accusations sévères, et le gel des partenariats hydrauliques a rendu le pari encore plus risqué. Pourtant, au cœur de cette incertitude, une question demeure ouverte, presque obsédante, et elle structure désormais toute l'histoire. Jusqu'où un État peut-il aller pour reconquérir ce qui aurait toujours dû lui appartenir ? La première révélation est tombée moins de 48 heures après la fermeture du fleuve. Près de 70% de l'eau exploitée par les entreprises étrangères provenait du Sahel. Un chiffre longtemps invisibilisé dans les rapports officiels. La seconde, encore plus saisissante, montrait que plus de 80% des données hydrologiques stratégiques, niveau, prévision, modèle climatique, étaient contrôlés à Genève par une société privée. Ces deux constats ont éclairé d'un jour nouveau la décision annoncée par Ibrahim Traoré. Il n'avait pas fermé un fleuve, il avait coupé un réseau de dépendance soigneusement entretenu pendant des décennies. Derrière cette coupure, l'histoire se déplie. La rivière Sahel n'était pas simplement un axe vital pour l'agriculture, elle fonctionnait comme un système verrouillé, dont les codes, logiciels et paramètres demeuraient entre les mains d'acteurs extérieurs. Le traité de 1947, signé dans une langue que les Burkinabés ne pouvaient lire, avait scellé le contrôle de cette ressource au profit d'entreprises européennes. Depuis, chaque modification de débit, chaque prévision de pluie, chaque optimisation technique passait obligatoirement par des outils étrangers. Lorsque Ibrahim Traoré a accédé au pouvoir, il a découvert un pays qui croyait gérer son eau, mais qui ne détenait ni les clés technologiques, ni les données, ni même l'autorité juridique sur ses infrastructures hydrauliques. L'audit qu'il a commandé, exigeant, systématique, a mis au jour des archives poussiéreuses, révélant des accords secrets des années 1980, des paiements occultes et la perte cumulée de 1,2 milliard de dollars en 3 décennies. Ce contexte explique pourquoi, un soir, il a choisi de déchirer le traité colonial. Ce geste, loin d'être improvisé, répondait à une logique simple. Un pays privé des informations essentielles sur son eau n'est pas un pays souverain. Et dans cet instant de rupture, une question ouverte au P1 trouve ici son premier écho. Le contrôle des ressources peut-il réellement changer le destin d'une nation ? Dans cette transition brutale, un personnage central s'impose comme fil conducteur, l'ingénieur-chef mandaté par Ibrahim Traoré pour reprendre le contrôle du réseau hydraulique. Homme de terrain, discret mais méthodique, il a été l'un des premiers à pénétrer dans les stations de pompage, désormais vidées, de leurs équipes étrangères. C'est lui qui, en ouvrant les coffres métalliques où s'entassaient les manuels techniques en langues européennes, a compris l'ampleur du défi. Sans reprendre la main sur ces installations, le Burkina Faso n'aurait ni eau stable,
ni marge de manœuvre politique. Sa première intervention s'est déroulée dans une station du Sahel où le système de régulation dépendait entièrement d'un logiciel sous licence étrangère. Avec une petite équipe de techniciens locaux, il a isolé les modules critiques, recablé les capteurs et improvisé une solution de dérivation permettant de stabiliser provisoirement le débit. Cette opération, modeste en apparence, a évité l'effondrement d'un réseau desservant plusieurs milliers d'habitants. C'est ce moment précis qui a changé la perception du pays. Le peuple a vu que la rupture n'était pas seulement politique, mais qu'elle pouvait fonctionner concrètement. Dans les jours suivants, l'équipe de l'ingénieur-chef a réalisé un second micro-case, la remise en route d'un vieux canal d'irrigation abandonné, autrefois jugé obsolète par les entreprises étrangères. En réparant les vannes à la main et en réajustant les points de pression, ils ont réussi à réalimenter les champs de plusieurs villages. Ces premières victoires ont créé un effet d'entraînement. Elles ont montré que le pays n'était pas condamné à dépendre de technologies extérieures, mais capable d'agir, d'innover et de se réinventer. Et la véritable question, désormais, était simple. Que pouvait accomplir une nation qui se remettait à croire en ses propres mains ? Tout commence par l'annonce soudaine du 10 octobre 2025. Une décision brève, sèche, sans préavis. Le fleuve Sahel est fermé. La coupure est immédiate. Les stations hydrauliques se figent. Les ingénieurs occidentaux quittent les sites. Les écrans de contrôle basculent dans mode erreur. Ce premier choc crée une onde qui traverse le pays. Les habitants se rassemblent. Les radios locales saturent d'interrogations. À Ouagadougou, les rues bourdonnent. Le pays comprend qu'il entre dans une zone inconnue. Puis vient la réaction extérieure, rapide, agressive. En quelques heures, les capitales européennes dénoncent un sabotage. Les États-Unis publient une alerte stratégique. Le FMI gèle un prêt de 400 millions de dollars. Les chaînes internationales évoquent un effondrement imminent. Tout semble converger vers un même message. Le geste d'Ibrahim Traoré est irresponsable. Mais sur le terrain, l'atmosphère est opposée. Les gens acclament, les drapeaux sortent. Les communautés disent enfin avoir repris l'euro. Le contraste se creuse. La deuxième phase explose à l'intérieur du pays. Les ingénieurs locaux interviennent. Les techniciens recablent. Les militaires sécurisent les barrages. Les comités villageois réorganisent la distribution. Les ingénieurs rouvrent une à une les anciennes infrastructures oubliées. L'objectif est clair, éviter la rupture totale. En 2 semaines, 60% du réseau hydraulique fonctionne de nouveau, sans aide extérieure. Les premiers champs sont réalimentés, les écoles rouvrent leurs points d'eau, les hôpitaux stabilisent leurs circuits. La peur reflue. La troisième étape surgit des archives. L'audit présidentiel dévoile les chiffres. 70% de l'eau captée par les multinationales, 1,2 milliard de dollars perdus en 30 ans, 80% des données contrôlées depuis Genève. Les documents montrent des paiements occultes, des licences verrouillées, des ajustements de débit décidés hors du territoire. Le pays découvre l'ampleur de sa dépendance. Les experts africains commentent. Les analystes réévaluent. Au Mali et au Niger, les débats s'enflamment. La 4e phase est un retour de flamme diplomatique. Les ambassadeurs européens exigent une réunion urgente. Les États-Unis réclament une clarification. Les menaces de sanctions s'accumulent. Bruxelles parle d'instabilité régionale. Washington évoque la sécurité alimentaire de l'Ouest africain. Mais Ouagadougou reste silencieuse. Ibrahim Traoré refuse les négociations. Il ne propose aucun compromis. Il laisse les actions parler. La crise franchit ensuite un seuil inattendu. Les villages du Sahel creusent des canaux. Les étudiants réparent des pompes. Les coopératives conçoivent des outils open source pour remplacer les logiciels étrangers. Les ateliers fabriquent des pièces de substitution. Les communautés s'entraident. Une dynamique nouvelle apparaît. La rupture devient une renaissance. Ce qui devait être un effondrement se transforme en réapprentissage collectif. Enfin, l'onde atteint l'extérieur. À Bruxelles, on craint un effet domino. À Washington, on redoute un précédent. Au Mali et au Niger, des mouvements citoyens réclament la révision des accords coloniaux. Les analystes parlent d'un basculement. L'idée se propage, un État africain vient de prouver que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une stratégie possible. Et lorsque la poussière se dépose, une certitude demeure. L'histoire du Sahel ne suit plus l'ancien tracé. Elle avance par ruptures successives. Elle s'écrit dans les mains, qui recablent,
dans les voix qui soutiennent, dans la détermination d'un pays qui refuse de revenir en arrière. La première donnée chiffrée révélée par l'audit constitue le socle de toute l'analyse. 70% de l'eau utilisée par les entreprises étrangères provenait directement du fleuve Sahel. Ce chiffre, longtemps enfoui dans des annexes techniques, donne une idée précise de l'ampleur du transfert invisible de ressources. La baseline est claire. Pendant des décennies, une majorité de l'eau sahélienne alimentait des infrastructures étrangères, non les réseaux locaux. La delta, elle, se matérialise dès les premières semaines. En reprenant le contrôle, les ingénieurs burkinabés ont pu réorienter une partie significative du débit vers l'agriculture villageoise. Cela signifie qu'une ressource négligée peut redevenir productive localement. La deuxième donnée, celle des 1,2 milliard de dollars perdus en 30 ans, éclaire un autre niveau du problème, la fuite financière. Ce montant, cumulé entre contrats déséquilibrés, licences logicielles et facturation artificielle, constitue la baseline économique. Le delta apparaît lorsque le gouvernement mesure l'impact du mois qui suit la fermeture, près de 300 millions de dollars économisés selon les résultats de l'audit. Ce rapport entre pertes structurelles et économie immédiate illustre une tension centrale. Ce que le pays envoyait à l'étranger en décennies, il peut partiellement le récupérer en semaines. Ces économies rapides renforcent la viabilité d'un modèle souverain. La troisième donnée, sans doute la plus déroutante, concerne le contrôle des informations. Plus de 80% des données climatiques et hydrologiques étaient détenues par une entreprise privée basée à Genève. Cette baseline technologique reflète une dépendance totale. Prédiction, niveau, ajustement, logiciel, tout passait par des serveurs étrangers. Après la rupture, le delta se traduit par la création d'une base nationale supervisée par des ingénieurs locaux. Ce glissement du contrôle externe vers une gouvernance interne ne résout pas immédiatement les lacunes, mais il change radicalement les leviers de décision. Retrouver la maîtrise des données, c'est retrouver la maîtrise des choix nationaux. Ces trois blocs chiffrés, pris ensemble, montrent une dynamique cohérente. D'abord, la dépendance matérielle. L'eau elle-même était siphonnée au profit d'acteurs extérieurs. Ensuite, la dépendance financière. Les flux économiques renforçaient un système désavantageux. Enfin, la dépendance technologique. Les données, cœur stratégique, ne circulaient pas sous contrôle national. La pertinence de la décision d'Ibrahim Traoré apparaît alors à travers cette triple lecture. La rupture n'a pas été un acte impulsif, elle a été la réponse à un triptyque de contraintes qui enfermait le Burkina Faso dans un cercle de vulnérabilité. Ce cadre quantifié explique pourquoi la transition a été brutale, mais aussi pourquoi elle a produit des effets immédiats. Les communautés ont rapidement constaté que l'eau revenait dans leurs canaux. Les coopératives ont compris que les charges imposées par les anciens contrats ne pesaient plus sur leur budget. Les ingénieurs ont vu que leurs ajustements n'étaient plus contredits par des algorithmes étrangers. Cette accumulation de petites améliorations, toutes mesurables, a renforcé un sentiment inédit. Celui qu'un pays peut réellement se réapproprier ses propres systèmes, même après des décennies de dépendance. Et derrière ces chiffres, une question reste suspendue. Ce rééquilibrage initial suffira-t-il à consolider une souveraineté durable ? Les débats autour de la fermeture du fleuve Sahel ont rapidement cristallisé deux positions opposées, chacune portée par des arguments solides. Le premier camp, critique, avance que la décision d'Ibrahim Traoré expose le Burkina Faso à un isolement économique majeur. Selon cette perspective, le gel des prêts internationaux, la suspension des aides et la réaction immédiate des partenaires occidentaux illustrent un risque réel. Un pays enclavé, dépendant technologiquement, pourrait difficilement absorber un choc aussi brutal sans aggraver la pauvreté et précipiter une crise humanitaire. Les sceptiques redoutent que la rupture, malgré son intention souverainiste, ne fragilise la stabilité interne et n'entraîne des pénuries durables. Face à cette lecture pessimiste, un second camp défend une vision alternative. Ses partisans affirment que la souveraineté n'a jamais été obtenue sans coûts initiaux, et que la décision de rompre avec l'ordre ancien était non seulement nécessaire, mais inévitable. Il souligne que la dépendance historique aux entreprises étrangères avait transformé le pays en simple utilisateur de ses propres ressources, incapable de décider du débit de son fleuve, de ses données hydrologiques ou de ses politiques énergétiques. Pour eux, la fermeture représente un acte de libération,
Elle a déjà permis d'économiser près de 300 millions de dollars en un mois et a déclenché une mobilisation sans précédent dans les villages, les écoles et les ateliers d'ingénierie. La réponse la plus solide, celle qui fait la synthèse, se situe entre ces deux pôles. Les craintes d'isolement ne sont pas infondées. Les sanctions, les blocages institutionnels et les tensions diplomatiques forment un ensemble cohérent de risques. Mais les faits mis au jour par l'audit montrent une réalité tout aussi importante. En 30 ans, 1,2 milliard de dollars ont quitté le pays, 70% de l'eau captée servait à des intérêts extérieurs et 80% des données vitales étaient contrôlées hors du territoire. Ces contraintes constituaient une vulnérabilité systémique. Dans cette perspective, la rupture n'est pas un acte imprudent, mais une tentative stratégique de rééquilibrage destinée à réintroduire dans le circuit national ce qui aurait toujours dû en faire partie. Ainsi, le vrai débat ne porte pas sur la fermeture elle-même, mais sur la capacité du Burkina Faso à transformer ce choc initial en modèle durable. Le silence devient stratégie. Depuis des semaines, tandis que les capitales occidentales multipliaient les avertissements, le président Ibrahim Traoré n'a prononcé aucune réponse publique. Ce mutisme, d'abord interprété comme un signe d'isolement, s'est révélé être le cœur d'un renversement inattendu. Pendant que l'extérieur parlait, l'intérieur agissait. Les ingénieurs locaux reconnectaient les stations hydrauliques une à une, les villages creusaient des canaux, des coopératives réparaient des pompes sans dépendre d'aucune technologie étrangère. Ce contraste, presque brutal, marque le véritable midpoint de l'histoire. La fracture entre la perception internationale et la réalité du terrain. Là où les organismes occidentaux décrivaient un pays en voie d'effondrement, les communautés burkinabées observaient une renaissance technique et civique. Et cette dynamique, née loin des projecteurs, modifie soudain l'équation géopolitique. Là où beaucoup attendaient une capitulation, le Burkina Faso, porté par l'acte unilatéral de fermeture du fleuve Sahel, dévoile au contraire une capacité d'adaptation que personne n'avait anticipée. À cet instant précis, la question qui hantait le début du récit se reformule. Et si la vraie rupture n'était pas la coupure de l'eau, mais la restauration d'une autonomie collective longtemps étouffée? Au niveau national, au sein de l'État burkinabé, la fermeture du fleuve Sahel a d'abord déclenché un chaos administratif. Les ministères ont dû réécrire leurs plans hydrauliques, créer des cellules d'urgence et redéployer des équipes techniques dans tout le pays. Pourtant, en moins de 3 mois, le taux d'autonomie en approvisionnement d'eau a augmenté de 42% grâce à la remise en service d'anciens réseaux laissés à l'abandon. Cette progression a modifié la structure même de la décision publique. Le gouvernement, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a transformé la crise en un laboratoire de souveraineté, où chaque réservoir, chaque station, chaque canal devient un test de résilience institutionnelle. Au niveau du secteur privé, pour les acteurs économiques, la rupture a été violente. Les entreprises étrangères, privées d'accès aux infrastructures hydrauliques, ont suspendu leurs opérations, mais ce vide a créé une opportunité inattendue. Les entrepreneurs locaux ont rapidement occupé le terrain. Des startups ont conçu des outils open source pour remplacer les logiciels contrôlés depuis l'étranger. En 6 semaines, un consortium d'ingénieurs de Ouagadougou a restauré 70% du réseau d'irrigation sans aucune assistance internationale. Cette dynamique a marqué un tournant. L'innovation technologique, longtemps comprimée par les structures coloniales, est redevenue un moteur interne, au niveau des communautés. Dans les villages du Sahel, les effets ont été d'abord humains, ensuite économiques. Les communautés ont dû s'organiser, mutualiser leurs ressources, apprendre à partager et à gérer l'eau avec précision. Là où régnait la crainte du manque, une solidarité nouvelle s'est formée. Des centaines de jeunes se sont portés volontaires pour réparer les pompes, creuser des canaux et restaurer les bassins. Ce mouvement spontané a donné un sens concret à la décision présidentielle. Pour la première fois, les habitants ont vu qu'ils ne subissaient plus l'histoire, ils la construisaient. L'acte de fermeture du fleuve, attribué à un dirigeant audacieux, s'est transformé en révolution communautaire. Au niveau régional, au-delà des frontières, la secousse a été immédiate. Au Mali et au Niger, des mouvements citoyens ont exigé la révision des traités hydrauliques coloniaux. À Bruxelles et à Washington, l'inquiétude s'est installée. L'effet domino semblait plausible.
Les analystes parlaient déjà d'un précédent sahélien capable de remodeler les équilibres énergétiques et hydrologiques de toute la région. Mais, contre toute attente, cette réaffirmation souverainiste a renforcé la cohésion entre plusieurs États du Sahel. Le geste unilatéral du Burkina Faso a prouvé qu'un pays africain, même enclavé, pouvait influencer un rapport de force mondial. Les 6 à 12 prochains mois forment une zone charnière où chaque trajectoire possible du Burkina Faso dépendra de la capacité du pays à stabiliser ses infrastructures hydrauliques tout en absorbant les pressions extérieures. 3 scénarios se dessinent, chacun porteur d'une logique propre, reflétant à la fois les forces internes révélées depuis la fermeture du fleuve et les tensions géopolitiques qui entourent désormais cette décision. Dans cette trajectoire, le pays maintient son indépendance hydraulique sans effondrement économique. Les ingénieurs poursuivent la consolidation du réseau, les communautés renforcent les circuits locaux et les données hydrologiques restent progressivement rapatriées dans des systèmes nationaux. Les sanctions internationales persistent, limitant le commerce et l'accès aux technologies avancées. La croissance économique stagne autour de 2,1%, révélant un équilibre fragile. Le pays se maintient, mais chaque décision politique exige un arbitrage douloureux entre autonomie et contrainte. Si la coopération régionale s'intensifie, la décision du Burkina Faso devient un précédent. Le Mali et le Niger, déjà solidaires, pourraient formaliser un conseil du bassin du Sahel, ensemble chargé de la gestion commune des données et des flux hydrauliques. De nouveaux accords techniques émergent, fondés sur la mutualisation des compétences et la création d'un cadre africain indépendant des institutions occidentales. Dans ce scénario, l'innovation locale devient un moteur central. Start-up hydrologique, outils open source, réseau communautaire. La croissance pourrait atteindre 4 à 5%, portée par la stabilité régionale retrouvée. Ici, les sanctions s'intensifient, le pays perd l'accès à des technologies critiques, les partenaires africains, sous pression, se distancient. La production agricole baisse de 15% en une saison, entraînant pénurie et tensions internes. Le pays s'enferme dans un isolement difficile à soutenir. La cohésion civile, pourtant robuste au début, se fissure à mesure que les contraintes quotidiennes s'accumulent. Entre ces 3 routes, une constante demeure, la quête de dignité. Le pays ne peut ignorer les risques, mais il ne peut renoncer non plus à la souveraineté qui a déclenché cette transformation. L'enjeu, désormais, est d'apprendre à penser chaque décision, non pas comme un pari contre le monde, mais comme une étape mesurable vers une autonomie durable. Pour beaucoup d'observateurs extérieurs, la fermeture du fleuve Sahel ressemble à un événement lointain, presque abstrait. Mais pour ceux qui vivent au Burkina Faso, cette décision touche à quelque chose de profondément humain. La manière dont un peuple se regarde, se juge, se projette. Les premiers effets ne se mesurent ni en pourcentage ni en débit, mais dans les conversations quotidiennes, dans les gestes simples, dans la façon dont les citoyens redéfinissent leur place dans l'histoire. Dans les rues de Ouagadougou, un sentiment nouveau s'est installé, celui de la dignité retrouvée. Pour beaucoup, l'acte posé par le pays a ravivé une confiance longtemps étouffée. Les enseignants racontent aux élèves l'histoire du fleuve comme une leçon de courage, non comme un conflit diplomatique. Les familles se parlent différemment, avec la conviction que l'avenir ne sera plus dicté ailleurs. Dans les quartiers populaires et les villages du Sahel, une dynamique sociale s'est déclenchée. Des groupes de femmes mettent en place des cuisines collectives. Des étudiants réparent gratuitement des pompes, des ingénieurs partagent leurs outils. L'idée de solidarité ne repose plus sur un discours politique, mais sur une pratique quotidienne qui relie les habitants entre eux. Chez les jeunes, surtout, un changement profond s'opère. Les débats dans les cafés ne tournent plus autour du fatalisme, mais autour d'économie, de technologie, de capacité nationale. Le geste fondateur du pays a transformé leur vision. Ils ne se voient plus comme des spectateurs d'une histoire qui se déroule en dehors d'eux, mais comme des participants actifs, responsables et nécessaires. À ce stade, la transformation dépasse la politique. Elle devient un miroir tendu à chaque citoyen, une invitation à croire que la souveraineté n'est pas un slogan, mais une construction partagée au quotidien. Pour que la souveraineté hydraulique ne demeure pas un symbole, mais devienne un système durable, le Burkina Faso a commencé à structurer un plan d'action précis.
Sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, ce plan vise à transformer l'acte initial, la fermeture du fleuve Sahel, en architecture institutionnelle, technique et communautaire mesurable. Chaque barrage, chaque canal et chaque station de pompage doit être recensé. Une base nationale, gérée exclusivement par des ingénieurs burkinabés, compile désormais les niveaux d'eau, les débits et les points critiques. La réussite se mesure à la fiabilité des mises à jour hebdomadaires. Un programme national d'hydrologie forme des techniciens capables de maintenir et d'améliorer les infrastructures. 300 profils sont attendus la première année, leurs compétences se mesurent à leur capacité à intervenir sans assistance étrangère. Une entité dédiée supervise la gestion intégrée du bassin du Sahel. Elle regroupe l'État, les communes et les communautés riveraines. Chaque mois, un rapport public présente les volumes restaurés, les zones irriguées et les incidents résolus. Un cadre d'échange technique doit permettre la création du premier Conseil africain de l'eau sahélienne, fondé sur des données autonomes et des compétences locales. Une plateforme ouverte permet à chaque citoyen de suivre dépenses, progrès et écarts. La souveraineté se mesure ici par la transparence. En structurant ces 5 étapes, le pays cherche à transformer un acte de rupture en modèle reproductible. Une souveraineté qui se prouve, non qui se proclame. Le fleuve Sahel, ce symbole de dépendance et de domination étrangère, coule à nouveau, mais différemment. Là où il était autrefois un simple outil d'exploitation, il est devenu le témoin d'une réappropriation collective. Dans les villages, les gens ne regardent plus la rivière avec la crainte du manque, mais avec la fierté de l'avoir restaurée de leurs propres mains. Le travail acharné des communautés qui ont creusé des canaux et réparé des pompes incarne l'essence même de la transformation nationale. Ibrahim Traoré, loin des feux de la scène internationale, observe sans triomphe. Il sait que ce n'est pas un geste isolé qui changera le destin de son pays, mais la constance avec laquelle les Burkinabés s'engagent pour leur souveraineté. Ce n'est plus une simple décision politique, mais une révolution silencieuse. Les enfants jouent maintenant au bord du Sahel, là où autrefois des barrières se dressaient, et chaque goutte d'eau qui s'écoule est un rappel de ce qu'ils ont reconquis ensemble. Ce fleuve, autrefois symbole de fragilité, incarne aujourd'hui une résilience collective. Le Burkina Faso n'est plus simplement un acteur de son histoire, il en est l'architecte. Le Burkina Faso a prouvé que, même dans un monde interconnecté, la souveraineté peut commencer par un geste simple, un choix courageux pour réécrire les règles du jeu. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. À chaque étape de la transformation, de chaque village à chaque institution, les Burkinabés redéfinissent leur avenir. Ce parcours, au-delà de la politique, parle à nous tous, de la force collective, de la résilience face aux défis et de l'importance de reprendre le contrôle sur notre destin. Si cette aventure vous inspire, venez découvrir comment cette transition réinvente le modèle de souveraineté pour l'Afrique. Partagez cette histoire, commentez et engagez-vous avec nous pour écrire ensemble le futur de nations autonomes. À quoi ressemblera la prochaine étape de cette révolution silencieuse ? Quels exemples allons-nous suivre pour bâtir des systèmes durables et résilients ?